Jérôme Kriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à ESCP Europe, directeur du département des études à l'OFCE et vous avez co-signé le chapitre sur le système bancaire français dans l'opus annuel sur l'économie française publié par l'OFCE aux éditions La Découverte, l'économie française 2016. Donc, dans ce texte, vous soulignez que le système bancaire a plutôt mieux résisté à la crise financière comparé à d'autres banques dans les autres pays européens. Première question, quels sont les éléments qui permettent de le comprendre? Quelles en sont les preuves de cette meilleure résistance? Alors dans cette étude que j'ai réalisée avec Fabien Labondance et Sandrine Levasseur, on a mis bien en valeur le fait que le système bancaire français est extrêmement concentré. Il y a 5 grands groupes bancaires français, parmi 200 banques françaises, donc une très forte concentration et une activité de ces grands groupes qui est quand même principalement une activité bancaire plutôt qu'une activité de marché. Ce qui fait que de toute façon, la crise a moins touché ces groupes bancaires qu'elle n'a pu toucher des groupes bancaires au Royaume-Uni. Et le fait est aussi que cette crise a donné lieu dès 2007-2008 à une réaction extrêmement rapide de la Banque centrale européenne vers les banques. D'où la bonne résistance de notre système bancaire français qui correspondait à la politique qui avait été mise en œuvre par la BCE. Mais quels sont les facteurs de cette résistance? Alors, les facteurs de cette résistance, moi j'en verrai 2, on en voit 2 dans cet article. Le premier, c'est la relative faible internationalisation du système bancaire français. On a un seul groupe européen, c'est BNP Paribas. Tous les autres gros groupes, comme Crédit Agricole et Société Générale, sont des groupes locaux, des groupes domestiques, nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la principale activité de ces grands groupes est une activité qui se déroule sur le territoire national. Ce qui signifie qu'une crise qui se passe aux États-Unis, évidemment, elle va finir par toucher l'économie mondiale, donc l'économie européenne, donc l'économie française, mais elle n'aura pas un effet majeur immédiat sur le système bancaire français. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est l'intervention publique. Il y a eu une intervention publique à la fin de l'année 2008, au début de l'année 2009, qui a permis d'aider les banques. Alors justement, quel bilan est-ce qu'on peut faire de ce soutien public aux banques? Je rappelle que c'est plus de 20 milliards de prêts accordés aux grandes banques entre fin 2008 et début de 2009. Alors la décision qui avait été prise à l'époque par la ministre de l'économie et des finances avait été d'octroyer des prêts aux banques pour un montant dont vous venez de dire qu'il était d'autour de 20 milliards d'euros, donc 1% du produit intérieur brut, sur 5 ans, à un taux extrêmement élevé, qui était de 7,5% par an, alors qu'à l'époque, l'État français empruntait à 4,5%. Donc l'idée sous-jacente était d'aider les banques, mais d'aider les banques tout en potentiellement faisant un profit. Alors ce qui s'est produit, c'est que profit il y a eu, puisque ces crédits ont été remboursés par les banques. Les intérêts ont été versés par les banques, les conditions ont été respectées par les banques devaient octroyer du crédit à l'époque en échange de ce prêt, donc c'était un peu du donnant-donnant. En même temps, ça a été très efficace puisque au bout d'un an, 4 des grands groupes français qui avaient bénéficié de ces prêts les ont remboursés. Alors, la petite histoire derrière ça, c'est qu'il semblerait, et ce sont des collègues de Sciences Po qui nous le racontent dans un article, il semblerait qu'en réalité, les banques françaises n'aient pas eu besoin de ces prêts, qu'elles aient été solides, suffisamment solides et résistantes pour ne pas avoir à bénéficier de ce prêt, mais sauf une. Alors on ne va pas dire laquelle, mais pour justement ne pas stigmatiser un groupe français, l'État français aurait demandé aux 5 groupes d'accepter l'aide. Remboursement au bout d'un an, du coup, les banques ont pu rembourser, 4 des 5 groupes ont pu rembourser, donc c'est plutôt efficace. Il y a une autre intervention publique qui a aidé aussi à stabiliser le système bancaire français, c'est les garanties qui ont été octroyées par l'État français à certains actifs toxiques de certaines banques. Là, on peut les nommer, c'est Natixis et Dexia. Donc il y a eu recapitalisation de Natixis, il y a eu démantèlement de Dexia via une intervention publique qui a été précoce et, semble-t-il, assez efficace pour rendre résistant notre système bancaire français. Et aujourd'hui, 8 ans après l'éclatement de la crise, quels sont les points de fragilité du système bancaire français? Il en existe évidemment plusieurs. Le principal, c'est l'activité dite de shadow banking, c'est-à-dire toute cette activité plus ou moins bancaire, mais en dehors des banques, en dehors de la régulation bancaire. Et en dehors de la régulation bancaire, qui représente quand même des montants importants, alors difficiles à évaluer, mais qui sont proches de 100% du produit intérieur brut. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir, parce qu'aujourd'hui, la dette publique française, c'est 100% du produit intérieur brut. Mais cette dette publique française, elle est réglementée. Elle a des bons et des mauvais côtés. La financiarisation qui passe par le shadow banking
Ça a des bons et des mauvais côtés, mais c'est des montants énormes et qui ne sont pas, eux, réglementés et qui peuvent donner lieu à des effets de contagion en cas de choc externe ou interne. Et donc là, c'est un point de faiblesse du système bancaire français. Donc le shadow banking, le shadow banking, ça c'est le premier. Le deuxième élément, c'est la montée quand même des prêts non performants, avec des problèmes d'incidence, des incidents de remboursement et de paiement qui ont augmenté entre 2009 et 2012. Impossible de trouver pour l'instant les informations sur des années plus récentes, mais ça a un peu augmenté. Et du coup, là, ça, c'est un risque qui pèse sur notre système bancaire français. Et puis, il y a l'environnement macroéconomique. L'environnement macroéconomique avec la difficulté d'une reprise, la fragilité de la reprise qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de demandes de crédit, que la qualité des emprunteurs n'est pas exceptionnelle. Et du coup, c'est une difficulté pour les banques. Et puis, il y a la réglementation qui veut qu'on oblige désormais les banques à améliorer les montants de liquidité, leur ratio de liquidité, et qui fait qu'elles sont en train de se concurrencer sur les sources de liquidité sans risque, et qu'elles font peser une pression à la baisse sur les taux d'intérêt, ce qui nous amène, nous épargnants, à vouloir élargir nos placements à des choses éventuellement plus risquées. Parce que la rémunération sur notre épargne étant si faible, on peut chercher à prendre plus de risques pour avoir un rendement plus élevé. Voilà, donc ça fait partie et peut-être des faiblesses. Il y a peut-être une dernière faiblesse que je souhaiterais mentionner, qui est une spécificité, me semble-t-il, française de connivence entre le pouvoir politique et le pouvoir bancaire. Les grands banquiers sont passés par la haute fonction publique et puis reviendront banquiers. C'est quelque chose qui est assez traditionnel. On fait l'ENA, on fait Polytechnique, on fait les grandes écoles françaises. On se connaît et du coup, ça rend parfois difficile le fait de faire passer des réformes comme le partage, la séparation des activités bancaires entre banques d'investissement et banques de détail et puis peut-être la taxe sur les transactions financières. Eh bien, merci Jérôme Kriel. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à l'économie française 2016 et donc au chapitre que vous signez sur le système bancaire français. Merci. Merci beaucoup.